Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise au sein de la CCI dans un pôle qu'on appelle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur la thématique e-commerce et le choix de la plateforme, le choix de sa plateforme e-commerce. Et pour cela, j'ai convié une agence locale de Strasbourg qui s'appelle Blackbird, que vous connaissez peut-être, et son dirigeant Jérémy Boucher, qui va se présenter et présenter plus en détail également son activité. Donc on va avoir 30 minutes à peu près de présentation. Je vous demanderai de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Vous pouvez poser des questions plutôt par écrit du coup en utilisant le panneau chat mis à votre disposition. Voilà, on verra si on les prend au fil de l'eau ou alors en fin de présentation. Ça, on verra avec Jérémy au fur et à mesure de la présentation. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Je le fais fréquemment. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Jérémy pour qu'on ait le plus le temps. On optimise le temps sur la présentation. Voilà, à toi, Jérémy. Merci beaucoup Karim. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jérémy Boucher. On sera ensemble pour cette heure de webinaire. Merci à la CCI d'ailleurs de l'organiser. Vous l'aurez compris, la question là que l'on pose et où je compte apporter certains éléments de réponse, c'est l'ensemble des critères qui vous permettront de choisir une solution e-commerce. Solution, plateforme, CMS, on va voir qu'il peut y avoir plusieurs termes. Ils se regroupent tous pour finalement simplement désigner un outil qui peut être technique, fonctionnel et qui est proposé ou par des sociétés ou par des communautés. Avant d'aller un petit peu plus loin, je me présente rapidement. J'ai cofondé Blackbird en 2015 après une dizaine d'années de développement e-commerce. J'étais, moi, à l'époque, freelance. J'étais spécialisé sur une technologie qui s'appelle Magento. Et en cofondant Blackbird, on a décidé de se spécialiser sur cette technologie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet outil. Ce n'est qu'un outil parmi l'ensemble de l'offre technique et fonctionnelle qui existe. Il répond du coup à certaines problématiques, à certains e-commerçants, mais tous les projets ne sont pas couverts par cette solution. L'idée aussi, alors pour tout de suite aller vers un petit peu mon objectif d'aujourd'hui, c'est de ne pas parler de solutions en elles-mêmes, donc d'utiliser le moins possible, et ça va être un challenge pour moi, mais d'utiliser le moins possible de noms de solutions, euh, parce que, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vous aider à choisir la solution, mais plutôt de vous guider sur comment choisir cette solution. Voilà, je termine peut-être sur le fait que je suis aujourd'hui un petit peu malade, donc je parle peut-être avec un nez bouché, vous l'aurez peut-être déjà entendu, mais j'ai pas dû annuler notre rencontre puisqu'aujourd'hui Internet nous permet de nous rencontrer même si les gens sont malades. Voilà, alors on va démarrer par d'abord un concept à mon avis que vous avez déjà entrevue. On va déjà le couvrir ici en premier lieu parce qu'il me semble important. Vous avez sans doute déjà euh, cherché, analysé, découvert un certain nombre de solutions et on vous a parlé d'un concept
de deux concepts qui sont d'une part le SaaS et son contraire qui est on-premise. Bon, d'abord, quelles sont ces deux solutions? La première, ça, c'est finalement donc ça veut dire Software as a Service. C'est un logiciel, une plateforme, une technologie que vous allez consommer, que vous allez utiliser, et donc qui est souvent en ligne, pour laquelle vous allez payer. Et en l'occurrence, tant que vous payez, vous pourrez utiliser cette solution. L'intérêt de ces plateformes qui sont en SaaS, c'est l'approche déjà très standard et prêt à l'utilisation. Vous vous connectez, vous vous abonnez et vous avez directement la possibilité d'utiliser l'entièreté des fonctionnalités offertes par la plateforme. Et elles sont, en l'occurrence, tout de suite en ligne. Donc, je parle ici d'une mise en production qui est rapide, puisque une fois que vous aurez configuré votre boutique, que vous aurez ajouté vos produits, donné certaines informations et puis joué avec l'interface graphique, vous pourrez être en ligne. Alors souvent, ces outils SaaS sont intéressants parce que les coûts paraissent en tout cas bas, ils paraissent avantageux, notamment pour des petites boutiques, des petits marchés ou alors j'écrivais POC, donc des Proof of Concept, des produits des fois que vous pourriez avoir envie de vendre en testant un marché, en du coup limitant le plus possible l'investissement, mais pour voir si le marché est là, si une clientèle est intéressée par ces produits. Là, vous pouvez, du coup, dans ce cas-là, utiliser des plateformes en SaaS parce que, encore une fois, donc, la mise en production est très rapide. Vous allez passer peu de temps à administrer et à travailler, à mettre en ligne quelque chose. Voilà. Enfin, sur les aspects financiers, c'est intéressant parce que les coûts de fonctionnement, l'abonnement, rentrent auprès de votre comptabilité comme une charge de fonctionnement tout à fait classique. Donc on voit ici un intérêt fiscal qui est plutôt direct. Enfin, alors c'est quelque chose qui est un concept peut-être moins connu, euh, qui est un intérêt des plateformes en SaaS, c'est qu'on a une boîte qui, de notre regard, est complètement fermée puisque on va aller uniquement consommer ces fonctionnalités, utiliser donc en cliquant sur des boutons l'outil technique que nous offre cette plateforme. Donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. En l'occurrence, s'il y a certains problèmes techniques ou des montées de version à faire, c'est l'éditeur de cette solution qui va les faire et souvent de manière très transparente. Donc vous serez peut-être même jamais au courant qu'il y a eu des montées de version, des ajouts de fonctionnalités ou des corrections de bugs. Alors, pour être aussi tout à fait complet, une montée de version, c'est un terme technique, mais qui regroupe derrière en fait des concepts de développement qui sont souvent nécessaires dans le contexte dans lequel la plateforme évolue. Il y a finalement, comme votre ordinateur personnel, des fonctionnalités que l'on peut vouloir ajouter sur votre Windows ou votre système d'exploitation Mac. Donc vous allez installer des mises à jour de votre logiciel. Ces mises à jour, elles apportent aussi des corrections de bugs ou des corrections de failles de sécurité. Tout ça, c'est des actions que les développeurs apportent et qu'on appelle ensuite montée de version, puisque c'est des versions ensuite que l'on va nommer et on va monter sur ces versions. Voilà, alors ça c'est pour la notion de SaaS qui s'oppose à cette notion d'on-premise, où là c'est le code, le logiciel
que vous ou que le partenaire que vous allez choisir pour fabriquer votre boutique va télécharger et ensuite installer sur votre serveur ou sur les serveurs gérés par une société spécialisée, mais en tout cas que vous détenez. Vous achetez ce code ou vous l'obtenez gratuitement parce qu'il est peut-être open source dans une version gratuite. Et on voit là tout de suite les changements de paradigme, c'est que ce code, une fois que vous le détenez, vous êtes a priori du coup libre d'en faire ce que vous voulez. Alors bien sûr, dans les limites imposées par les licences logicielles apportées par l'éditeur de ce logiciel. Euh, les choix que vous pourrez faire, du coup, c'est les plateformes sur lesquelles vous allez héberger votre code. Parler de VH, de Google pour du cloud, ou un serveur que vous allez installer dans vos locaux. Les technologies que vous allez mettre et sur votre serveur et à côté de votre boutique, et puis ensuite toutes les évolutions que vous allez pouvoir faire sur ce code, vous en serez complètement libre et c'est vous qui déciderez de chacune de ces évolutions. L'intérêt de solutions on-premise, c'est que a priori, on l'utilise pour matcher, pour être en complète adéquation avec vos besoins fonctionnels et vos besoins métiers. Souvent, on utilise ces outils quand vous avez un projet e-commerce spécifique ou que vous avez une approche commerciale en clientèle particulière, votre marque a une approche spécifique et que vous voulez être sûr de maîtriser l'ensemble de la proposition que vous faites à vos clients, tant sur la manière de présenter les produits que sur les moyens de paiement à proposer ou sur les moyens de communication avec vos clients. Là, j'en en cite que trois. En fait, il existe des centaines d'approches, de fonctionnalités, et justement, elles sont souvent spécifiques à vos métiers, à vos produits, etc. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement est souvent non négligeable. Alors là, vous noterez d'ailleurs que tout à l'heure, je parlais de coût pour une solution SaaS. Aujourd'hui, sur la solution de promesse, je parle d'investissement parce que c'est comme ça qu'un e-commerçant, s'il utilise une version installée, doit voir la dépense qu'il va faire. C'est un investissement qui, même s'il est important, d'abord s'amortit. Donc ça, c'est un intérêt d'abord comptable et fiscal, mais surtout qui devient un actif valorisable pour la société. Vous allez, alors d'abord dans la valeur de votre entreprise comptablement et aux yeux de potentiels partenaires, valoriser votre boutique qui devient un actif, mais aussi cette boutique peut se transmettre, peut se revendre et on devient, voilà, alors, je pense que vous l'aurez compris dans ce terme-là, un actif financier. Donc c'est la grande différence, ce sont les grandes différences entre les solutions SaaS et on-premise. C'est du coup là des critères d'abord qui, vous l'aurez vu, ne sont pas forcément fonctionnels, mais stratégiques, de savoir quelle est la raison pour laquelle vous allez concevoir ou migrer une solution e-commerce. Est-ce que vous faites un test? Est-ce que votre boutique est à portée minime ou avec un petit marché? Ou est-ce que derrière, vous allez pouvoir vouloir voilà, développer ce marché-là de manière plus importante? Rim, je te vois Ouais, non, j'avais une remarque justement, mais tu as un petit peu répondu. C'est ce choix se fait en fonction de effectivement de l'orientation business, de voir aussi si la part voilà de son chiffre d'affaires e-commerce est importante. Donc là, on passera plutôt à une solution on-premise. Si ça reste marginal,
Une solution SaaS fera éventuellement l'affaire. C'est comme ça qu'on peut le voir? C'est vrai, alors c'est intéressant et je te remercie d'avoir apporté cette approche puisque je ne l'avais pas dit, mais la plupart des solutions en SaaS se rémunèrent non pas par un abonnement fixe, mais par un pourcentage du chiffre d'affaires que vous générez sur la plateforme. Et donc, effectivement, on voit tout à fait que lorsque ce chiffre d'affaires augmente, la charge là augmente et qu'on peut à un moment donné se poser la question de la rentabilité ou en tout cas du poids de cette charge par rapport à notre chiffre d'affaires, de cette pertinence-là. Euh, et donc là, stratégiquement, effectivement, il faut se poser la question de savoir si un investissement n'est pas là nécessaire pour chercher une rentabilité à 2, 3 ou 5 ans. Ok. Euh, Alors, on peut maintenant effectivement se poser la question des fonctionnalités. Vous devez absolument euh, lister, alors on en parlera justement à la fin, ce sera un petit peu pour moi la synthèse de tout ça. Euh, Vous devrez dans un premier temps savoir un petit peu ce dont vous avez besoin. Euh, Vos besoins vont directement déterminer les solutions que vous allez pouvoir utiliser ou celles qui seront les plus pertinentes pour votre besoin. Parmi ces besoins et ces fonctionnalités, j'en ai cité quelques-unes qui me semblent être pour moi celles qui sont centrales et qui font souvent la différence entre les différentes solutions. Alors, je vous parle par exemple de types de contenus qui peuvent être présents sur votre homepage, dans les menus, dans les catégories, les fiches produits. Ces types de contenus, en fait, c'est par exemple un produit. Un produit, c'est une image, un prix et peut-être la capacité d'avoir un bouton pour l'ajouter au panier. Ça, c'est un type de contenu qu'on peut opposer, par exemple, à un bloc euh, promotionnel qui va simplement, et qui est une image, et qui va annoncer ou le Black Friday, hein, c'était là récemment, ou les soldes, ou une promotion particulière sur votre produit. Là, on a en fait deux types de contenus différents qui, techniquement, ne s'administrent pas de la même manière et où les différentes plateformes ne gèrent pas ces types de contenus de la même manière et donc n'offrent pas non plus les mêmes capacités d'affichage dans différents endroits. Et donc là, on en vient au lieu où on peut y mettre ces types de contenus. Parler de la home page, par exemple, c'est que vous avez intérêt à vous poser la question très rapidement de savoir si sur votre home page, vous allez mélanger un certain nombre de types de contenus. Un troisième type de contenu pourrait être un formulaire, par exemple, sur lequel vos prospects ou clients s'inscrivent pour avoir des mises à jour, pour s'inscrire à une newsletter, pour rentrer en contact avec vous, etc. Toutes les plateformes ne permettent pas de positionner, d'utiliser des types de contenus différents sur une home page. Encore moins, par exemple, sur un menu. On peut parler de menu riche quand, et vous l'avez sans doute constaté sur certains des sites e-commerce sur lesquels vous naviguez, un menu riche sera composé d'un élément de navigation. On peut aussi, par exemple, on parle de prêt-à-porter hommes et femmes, vous allez avoir ces deux entrées-là, et puis ensuite t-shirt, pantalon, etc. À côté de ces éléments de navigation, vous pourrez avoir des blocs, par exemple, promotionnels, euh, ou un bouton pour mettre en avant un produit particulier. Ça, ce sont des menus riches. Toutes les plateformes ne proposent pas ces fonctionnalités-là, et donc vous devrez savoir si vous en avez besoin, si votre action commerciale le nécessite, et donc déterminer si la plateforme que vous avez choisie le permet. Donc, l'exemple est le même pour ensuite les catégories, hein, donc ce qui est listing de produits, les fiches produits en elles-mêmes, qui elles sont a priori dans un e-commerce standard la fonctionnalité primordiale nécessaire à votre activité, et où là, je pense que c'est l'endroit où vous devez apporter le plus de, de regard
pour déterminer les fonctionnalités dont vous aurez besoin, en tout cas les types de contenus que vous voudrez mettre sur votre fiche produit. On peut là imaginer de donner accès, en plus d'une description ou de caractéristiques, eh bien, d'un manuel, par exemple, d'utilisation, ce manuel d'utilisation que vous pouvez vouloir laisser à disposition en le faisant télécharger par les gens. On télécharge un PDF, eh bien, l'outil que vous allez choisir doit proposer cette fonctionnalité-là. Sinon, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre service pour votre client. Voilà, je citais ensuite le besoin d'administration. C'est là où vous devez vous poser la question, on en parlera de toute façon un petit peu après, vous devez vous poser la question de vous, en tant que gérant de cette boutique, quel niveau d'administration vous voudrez apporter, quelle expérience utilisateur vous voudrez avoir, et en l'occurrence, parce que derrière, les personnes qui vont utiliser votre boutique, qui vont administrer votre boutique, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe e-commerce, aura sans doute dans sa journée d'autres tâches à faire, et donc il faut que ce soit pour vous facile d'utilisation ou précis ou rapide en fonction des besoins que vous avez. On peut citer le nombre de produits et leur complexité. Alors, moins le nombre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un argument majeur de choix, ce n'est pas un critère distinctif. La plupart des plateformes aujourd'hui n'ont pas de limite en termes de nombre de produits à proposer. Par contre, des grands nombres de produits et surtout en fait une complexité de produits va pour certaines plateformes être une limite peut-être de performance, mais aussi une limite technique et fonctionnelle là sur la complexité en l'occurrence. On peut parler par exemple de produits configurables où vous avez pour une chaussure plusieurs pointures. C'est une configuration là plutôt simple, plutôt courante. C'est néanmoins un type de produit, une complexité de produit qui doit être proposée par la plateforme que vous utilisez. Là, j'ai cité quelque chose de plutôt simple. Vous allez demain pouvoir avoir des produits qui vont avoir plusieurs critères de sélection choisis par votre client sur la fiche produit, des produits que vous voulez peut-être personnaliser. Là, la complexité de ce produit va augmenter et donc la plateforme doit proposer, doit vous mettre à disposition cette capacité de complexité. On peut penser aussi à un certain nombre de prix disponibles en fonction des quantités ou en fonction du client que vous avez en face. Alors la manière dont vous administrez la boutique, j'en ai déjà parlé. Le rôle du moteur de recherche, il est aujourd'hui intéressant de rappeler que sur un e-commerce, on navigue plutôt de manière importante avec un moteur de recherche. Les gens sont très habitués aujourd'hui à utiliser des moteurs de recherche. Et donc, est souvent le champ en premier qui est utilisé et où ils vont là taper les mots-clés qui les intéressent. Le rôle de ce moteur de recherche, il faut que vous posiez la question de celui que vous voulez lui donner. Est-ce qu'il est là pour faire uniquement une recherche de pertinence en proposant des produits qui correspondent à des mots-clés ou un rôle d'accompagnant dans une démarche, par exemple, de conseil? Certaines plateformes proposent des moteurs de recherche un petit peu plus avancés, vont par exemple aider à corriger des fautes d'orthographe, à proposer des contenus éditoriaux, des articles de blog par exemple, en même temps que des résultats de produits. Et donc donner à vos utilisateurs une dimension supplémentaire. Toutes les plateformes ne proposent pas d'office des fonctionnalités dont vous aurez besoin. Posez-vous également la question des informations que vous demandez à vos clients, notamment pendant la période d'achat, donc ce qu'on appelle le tunnel de conversion ou le checkout. À ce moment-là, vous allez avoir besoin de réunir un certain nombre d'informations pour vos clients. On
peut déjà penser au nom, au prénom, à une adresse de facturation ou de livraison. Vous avez peut-être pour votre produit ou votre clientèle besoin de demander d'autres informations particulières. Il faut déterminer si la plateforme que vous allez choisir vous permet d'ajouter de nouvelles informations que vos clients vont pouvoir vous transmettre. Bien sûr, les modes de livraison et de paiement, alors là, elles sont importantes. Elles peuvent paraître triviales et vous pouvez vous dire que, a priori, toutes les plateformes proposent une étendue grande de ces fonctionnalités. Ce n'est pas forcément le cas. En l'occurrence, certaines solutions américaines ont plutôt tendance de base à proposer des solutions de livraison, par exemple, très américaines. On peut citer UPS, par exemple, qui est moins développée en France et où, du coup, vous n'aurez peut-être pas accès à des tarifications spéciales et donc devoir demander un développement particulier ou installer une extension particulière qui va donc forcément nécessiter ou du temps de préparation ou un coût supplémentaire. Donc, regardez déjà quelles sont les fonctionnalités en termes de livraison de paiement qui sont déjà disponibles sur cette plateforme sans devoir en installer de nouvelles. Le paiement, hein, en l'occurrence, il faut aussi que l'on en parle. Aujourd'hui, les paiements par PayPal sont monnaie courante. Il faut aujourd'hui, et des études ont démontré que de proposer PayPal, même si ce n'est pas le moyen de paiement que vous allez ensuite utiliser de manière principale, mais si vous le proposez, vous allez augmenter votre taux de transformation. Bon, donc ça, on peut, avec ce genre d'études, considérer qu'il faut avoir PayPal, mais à côté, proposer d'autres moyens de paiement. On peut penser à la carte bancaire et donc choisir une solution compatible avec votre plateforme. Une autre étude a montré également que plus vous proposez de moyens de paiement différents et plus votre taux de transformation va augmenter, même si votre client, du coup, évidemment, à la fin, ne va en utiliser qu'un. Posez-vous également la question de la manière dont vous allez communiquer avec vos clients. Est-ce que votre boutique se suffit en elle-même pour apporter l'information à votre client et une fois l'achat fait, et outre les emails transactionnels classiques que sont la confirmation de commande euh, ou la confirmation d'inscription, vous n'avez pas besoin de converser avec vos clients. Ou alors, si au contraire, vous devez développer une relation particulière et auquel cas, il vous faut dans votre boutique les fonctionnalités disponibles pour pouvoir échanger avec vos clients, que ce soit par email, par chat, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, ou par ticket. Certains e-commerçants, par exemple, quand on pense au retour de marchandises, fonctionne avec des tickets. Votre client va aller ouvrir un ticket chez vous pour dire mon produit est endommagé quand je l'ai reçu ou la taille ne me correspond pas, je voudrais vous le renvoyer. Et enfin, vos besoins marketing, voilà, votre besoin ou pas de faire des promotions, d'avoir une politique tarifaire particulière en fonction de vos clients. Et ça, sur votre catalogue tout entier ou sur uniquement une sélection. Et la manière dont vous allez décider de vos règles promotionnelles et les appliquer, elles vont devoir vous faire poser la question, est-ce que ma boutique, mon administration me permet de le faire comme je le souhaite? Je veux par exemple pour la journée de la femme faire 10% sur tous les produits dont la cible sont les femmes. Est-ce que dans mon outil e-commerce, j'ai moyen, sans le faire de manière, sans prendre trop de temps ou ne pas en sélectionnant les produits manuellement, est-ce que je peux dire, voilà, je veux que tous les produits dont la cible c'est une femme, je fais 10%. Voilà, donc c'est évidemment là un cas que d'ailleurs j'ai cité complètement au hasard, mais qui peut être un cas particulier. Si c'est votre cas, il faut ensuite aller dans
regardez auprès de la solution que vous allez choisir et déterminer si vous pourrez appliquer votre réduction de cette manière. Voilà, alors j'ai cité là quelques fonctionnalités. En fait, on pourrait en lister de très nombreuses, et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi l'intérêt hein, du e-commerce, c'est que on peut avoir une approche commerciale sur Internet très grande. Euh, L'idée là, c'est déjà de vous mettre dans une démarche de réfléchir à vos besoins avant tout, de les formaliser pour ensuite seulement, en faisant votre étude, considérer ces fonctionnalités et déterminer si elles sont exploitables dans la solution. On n'en parle pas assez souvent. C'est pourtant quelque chose qui, en fait, est selon moi, primordial. C'est le niveau d'interopérabilité que votre boutique a ou aura dans le futur, parce que votre métier de e-commerçant ne se cantonnera pas uniquement à administrer une boutique. Oui, oui Karim. Oui, pardon, je peux juste te couper, Jérémy, juste sur la thématique précédente sur les fonctionnalités. Oui. Euh, c'est effectivement, juste avant que tu passes à la suite, c'est intéressant de se poser la question dans ces termes et de décomposer comme ça par rapport à vos besoins. Parce que je vois des entreprises hein, dans le cadre de diagnostic d'accompagnement qui ont des sites e-commerce qui souvent sont passés par WordPress. On a dit qu'on ne citait pas forcément de solution, mais voilà, il y en a quand même une qui est hyper connue, hyper répandue, avec un module, donc une partie e-commerce hein, qui est présente. C'en est un, il y en a d'autres, etc. Mais c'est juste pour vous dire, WordPress ou un autre, en fait, ils ont fait le choix de cette plateforme. On les a orientés vers cette plateforme parce que, encore une fois, c'est la plus répandue, c'est la plus maîtrisée par les agences, etc., par les prestataires. Mais ils vont se retrouver à rajouter des fonctionnalités, des modules, des briques. Et bien souvent, ça va montrer, enfin, dans ce que j'ai pu voir, hein, et là, Jérémy peut-être complétera, ça peut montrer des limites en termes de performance du site et derrière, donc évidemment, du business. Parce que plus on va rajouter de briques, de modules, de couches de développement, bah, plus ça va demander de maintenance, de maintien de ces modules. Donc, se poser les questions dès le départ, donc on est en création, en phase de migration, permet de s'orienter vers l'outil le plus adapté. Voilà, c'était ma petite remarque. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jérémy, ou tu as quelque chose à... Complètement. Je suis complètement d'accord. Typiquement, ça me fait penser à d'autres besoins que j'ai pas cités, et c'est un petit peu ce que je voulais dire dans le fait que là, je suis obligé un petit peu de limiter un petit peu les choix que je faisais de présentation, mais on peut penser euh, évidemment à la stratégie à long terme de la mise en place de la plateforme dans l'internationalisation, par exemple. Euh, euh, Internet, aujourd'hui, je vais dire un lieu commun, mais on nous permet un petit peu plus facilement qu'avec une boutique physique dans une rue à Strasbourg de toucher une clientèle étrangère. Il faut se poser la question si la plateforme, d'abord, a la capacité de pouvoir, pour un catalogue donné, euh, euh, gérer une traduction, avoir une notion de devise différente, des moyens de paiement particuliers en fonction du lieu dans lequel on vend. Et si effectivement ces besoins-là ne nécessitent pas ou un redéveloppement complet ou une installation d'extensions ou de modules qui pourraient être finalement apporter une usine à gaz peut-être un petit peu trop forte, ou si effectivement le partenaire qui vous accompagne est capable ensuite de mettre en œuvre cette fonctionnalité. C'est, c'est, c'est,
il y a il y a une palette large de questions qu'il faut se poser et alors, en fait qui est, je le redis, la conclusion un petit peu hein, de ma présentation. On va y arriver. C'est que souvent, en fait, on se dit, voilà, je vais utiliser, alors tu l'as cité, WooCommerce, hein, je vais utiliser Magento, je vais utiliser PrestaShop parce que on m'a dit que, parce que quelqu'un que je connais l'utilise, parce que je l'ai vu et que ça me paraît bien. En fait, on part de la solution et ensuite on va se dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, comment est-ce que je vais l'adapter pour être le plus possible dans ce que je voudrais faire. C'est une démarche, moi, qui me semble être inverse à ce qu'il faudrait faire. C'est, selon moi, d'abord se demander ce dont j'ai besoin. Et donc, et c'est en l'occurrence peut-être aussi l'exercice que je voulais avoir là dans ce webinaire, c'est de dire, les solutions aujourd'hui, elles n'existent pas. On n'en parle pas pour se dire de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin, je vais lister, je vais ensuite détailler et creuser jusqu'au moindre détail l'ensemble des fonctionnalités dont j'ai besoin pour mon site. Et après, de manière accompagnée par un prestataire ou en faisant moi-même un benchmark, je vais alors déterminer si ces fonctionnalités peuvent être mises en œuvre. Alors oui, effectivement, je parlais du niveau d'interopérabilité parce que le métier de e-commerçant, souvent, alors je l'ai souvent vu dans des lancements de projets qui sont des projets peut-être une nouvelle boutique, quelqu'un qui lance un produit. On voit le site e-commerce comme une fin en soi et comme un outil en fait complet qui va gérer l'entièreté de son business en ligne. Euh, c'est complètement faux et il faut peut-être pour ça, moi j'aime beaucoup cette comparaison, il faut comparer avec une boutique physique que l'on pourrait demain avoir comme stratégie de développement. Euh, on l'oppose hein, souvent au e-commerce, c'est intéressant pour la comparaison. Euh, votre boutique, dans le sens local, qui a une porte, un pas de porte hein, dans la rue, une arrière-boutique où vous allez pouvoir mettre vos stocks. Euh, vous allez pouvoir y installer un certain nombre de rayonnages. Et puis, au fond à droite, vous aurez vous ou votre vendeur qui sera derrière votre caisse. En fait, il faut voir le site e-commerce comme ce local qui a ses rayonnages, l'arrière-boutique et le pas de porte avec une rue plus ou moins passante. Et donc, là, on se rend très vite compte qu'il nous manque, en fait, dans cette boutique, dans ce local physique, il nous manque tout un tas de choses. En l'occurrence, il nous manque notre outil de caisse et le logiciel qui est installé sur cet outil de caisse et qui permet d'envoyer à notre comptable les factures que l'on a faites tous les jours à nos clients, qui permet de comptabiliser la TVA et qui ensuite permet de savoir un petit peu quel est notre chiffre d'affaires, par exemple, ou combien on a vendu de tel produit. À l'inverse, on se rend compte aussi que c'est pas avec le TPE que l'on va avoir et qu'on le présente à nos clients que l'on va euh, euh, enregistrer les achats que l'on va faire auprès de nos fournisseurs si on veut faire à nouveau du stock de produits pour fabriquer votre produit ou simplement pour faire du réassort. On se rend compte que c'est pas non plus la boutique qui va aller compter le nombre de gens qui rentrent et qui ressortent de votre boutique pour savoir voilà, si vous avez du succès et pourquoi est-ce que les gens passent dans les rayons et ne prennent aucun produit pour les emmener à la caisse. Voilà, et je pourrais en fait citer plein d'exemples pour là un petit peu forcer le trait sur le fait que la solution e-commerce ne doit pas être vue comme un outil de gestion
de votre boutique, mais uniquement comme un canal de distribution. Votre boutique e-commerce, c'est le local qui a pignon sur rue, qui propose un rayonnage et éventuellement à l'arrière, une petite arrière-boutique où vous pouvez mettre du stock. Mais tous les autres outils dont vous avez besoin en tant que e-commerçant seront a priori nécessairement des outils connexes que vous allez devoir utiliser. On peut parler de ERP. Alors le ERP, c'est l'Enterprise Resource Planning, c'est euh, un simple celle-ci, donc un outil de facturation hein, de visage ou de gestion de stock. Euh, euh, il y a la solution, l'éditeur Ciel, par exemple, qui propose une suite logicielle aussi de gestion d'entreprise. Cet outil-là, vous ne pourrez pas vous en passer, en tout cas, vous ne le retrouverez pas dans les solutions e-commerce, de manière en tout cas suffisamment précise pour pérenne pour gérer votre boutique. De la même manière, on peut se poser la question des CRM, Customer Relationship Management, donc la relation client, le système de gestion de relations clients. Ce ne sera aujourd'hui, demain, pas votre boutique qui va le faire, mais des outils comme Mailchimp, par exemple, pour une liste ou des listes d'abonnés à un certain nombre de publications, ou des vrais CRM. On peut citer Zoho, on peut citer Salesforce, on peut en citer certains qui, elles, vont enregistrer pour un client donné l'activité commerciale que vous avez eue avec ce client. Il est venu à un moment sur la boutique, certes, il a acheté tel produit, mais aussi vous lui avez envoyé tel email à tel moment. Il a répondu à cet email ou il n'y a pas répondu. Il aime plutôt tel type de produit. C'est une femme, c'est un homme, donc là de la segmentation démographique, etc. Ça, ce sont des outils spécialisés, en l'occurrence des CRM, qui vont le faire. On peut parler d'outils de gestion de stock, de logistique ou d'outils marketing. Là, j'en ai un petit peu parlé. Pourquoi est-ce que je les cite tous ces outils? C'est que vous ne trouverez pas ces fonctionnalités ou de manière très peu étendue dans votre boutique. Et donc, il faut vous poser la question de l'interopérabilité entre ces outils et votre boutique, puisque par contre, ce qui est évident, c'est que ces outils, a priori, sont tous liés à votre activité commerciale. Vous avez, pour un ERP par exemple, donc un outil de gestion commerciale, a priori besoin de savoir que tel produit a été vendu à tel client pour faire une facture et pour enlever une unité de stock dans votre stock. Ou pour une CRM, dire que tel client a acheté tel produit et que du coup il est plutôt intéressé par les baskets plutôt que par les t-shirts. Voilà, donc on voit que là, il faut que ces outils discutent entre eux et les plateformes, les outils que vous allez choisir ne sont pas tous nécessairement compatibles entre eux ou alors nécessitent des développements spécifiques. Donc là, il faut savoir aussi si ces développements sont faisables, sont capables et si vous avez, vous, l'intention de le faire. On va y venir du coup justement sur cette intention. Pour moi, la dernière approche, c'est que tout ce qu'on vient de citer doit finalement être réuni dans ce qu'on appelle un cahier des charges euh, et qui, je le dis de manière vraiment appuyée, même si vous n'avez pas comme objectif de le transmettre à un prestataire, à quelqu'un qui va vous accompagner sur la création de votre boutique, je vous recommande grandement de le faire néanmoins, parce que c'est lui qui va réunir justement votre projet, qui va le décrire, qui va vous pousser à préciser vos besoins, vos enjeux, vos objectifs, et ensuite du coup vous accompagner, vous aider dans la détermination de la solution. Alors j'ai cité un petit peu pour moi les phases, les chapitres principaux qui doivent constituer un cahier des charges. Évidemment, la description de votre entreprise ou de votre projet, ça peut paraître trivial, mais c'est rare, c'est un moment rare où vous mettez à nouveau, vous formalisez votre projet pour y décrire
votre image de marque, la relation que vous voulez avoir, la notoriété que vous voulez développer, ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez. Et là, d'ailleurs, on vient au point suivant, à qui vous le vendez. Euh, votre cible, en fait, est importante. Enfin, la détermination de votre cible est importante parce que c'est pareil, elle va avoir un impact sur les outils que vous allez pouvoir choisir. On en a parlé, les outils de communication, mais alors là, ceux que vous utilisez déjà, est-ce que vous avez déjà un site internet? Est-ce que vous avez déjà des comptes de réseaux sociaux? Un catalogue papier, par exemple, où vous faites des salons sur lesquels vous avez une présence particulière. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider à euh, formaliser, à contextualiser votre projet commercial pour ensuite trouver le meilleur outil digital. Voilà, alors j'en ai parlé, effectivement, les objectifs de votre création de votre fonds, le chiffre d'affaires, de notoriété, le périmètre technique et fonctionnel. Donc là, c'est ce que je disais juste avant, le besoin en fonctionnalité que vous avez besoin. Et là, il faut être le plus exhaustif possible. Alors, ça peut paraître à la fois fastidieux, compliqué, long, et en fait, ça l'est. Euh, mais c'est un passage obligatoire pour vous et pour éventuellement le partenaire qui va vous accompagner. Euh, voilà, et donc on en vient ensuite à votre capacité, puisque a priori, ce que vous aurez décrit avant va déterminer un budget nécessaire pour le faire. Vous, a priori, vous indiquerez dans votre cahier des charges le budget disponible pour votre projet. Et c'est là où on voit peut-être naître l'intérêt de vous faire accompagner sur cette démarche-là, c'est que des prestataires, les prestataires techniques notamment, vont vous proposer des budgets par rapport à vos cahiers des charges. Et donc, vous indiquez un petit peu si ce dont vous avez besoin est compatible avec le budget que vous avez. Enfin, le planning prévisionnel, puisque on l'a vu notamment pour des solutions en SaaS ou on-premise, les temps de mise sur le marché ne sont pas les mêmes. Et ensuite, en fonction des fonctionnalités dont vous aurez besoin, l'existence d'extensions ou de modules prêts à l'emploi qui répondent à votre besoin ou leur absence de ces modules vont aussi déterminer du coup le calendrier que vous allez devoir avoir pour votre boutique. Si vous devez placer des dates, et ça c'est peut-être un conseil sur la détermination de votre côté d'un planning, posez-vous la question de certaines nécessités qui peuvent être commerciales. Vous avez par exemple un salon auquel vous participez l'été prochain et donc il faut absolument qu'à ce salon vous présentiez votre boutique ou un lancement sur le marché qui doit être fait avant celui d'un concurrent que vous savez être à tel moment. Et regardez plutôt ces enjeux-là plutôt que vos enjeux personnels de satisfaction en disant bah, j'aimerais bien moi mon site très vite parce que j'ai hâte de l'avoir, qui en fait seront pas forcément les bonnes raisons et qui risqueront de, de, de mettre en porte-à-faux voilà, des partenaires ou vous dans votre projet pour des raisons qui ne seront pas forcément pertinentes. Enfin, si vous avez ou si vous décidez de faire appel à un prestataire ou à un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est les capacités de ce prestataire, voire les nécessités, si vous lui demandez, de pouvoir sortir du cadre, c'est-à-dire de vous proposer d'autres choses ou de vous proposer les besoins fonctionnels que vous avez décrits, mais différemment, que l'approche fonctionnelle ou que l'approche métier soit différente. Il existe certains prestataires qui sont friands et qui sont là, qui sont prêts à accompagner leurs clients sur la réflexion justement de la pertinence d'une fonctionnalité et qui, au lieu de dire oui, d'accord, je vais faire telle fonctionnalité, ça va vous coûter tant,
vont plutôt vous poser la question, pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Et que bah, nous, on a peut-être telle approche, on a vu chez nos clients qu'avec telle fonctionnalité, on pouvait remplir des objectifs plutôt similaires, mais qui coûtaient peut-être moins cher ou qu'on pouvait mettre en ligne ou mettre en production plus vite. Voilà, et enfin peut-être des critères de sélection du prestataire, que ce soit leur spécialisation sur une technologie ou sur leur capacité à faire ces conseils, ou alors au contraire leur catalogue de services qui est large, puisqu'il faut savoir qu'il y a des agences, Blackbird par exemple, qui ne fait que du conseil et de la technique. Il y a des agences qui vont faire du conseil, de la technique, du référencement, euh, euh, du packaging ou ce genre de choses. Donc voilà, choisissez aussi peut-être les prestataires euh, en fonction de ce dont vous avez besoin ou de ce que vous attendez chez votre interlocuteur. Voilà, alors je suis resté exprès euh, euh, enfin, j'ai en tout cas, j'ai exprès évité de donner des noms de solutions pour ne surtout pas rentrer dans une sorte de comparaison de solutions, parce que sinon j'aurais été obligé de rentrer dans ce qu'elle proposait fonctionnellement. Euh, voilà, mais plutôt pour vous mettre sur la démarche de réflexion nécessaire à la détermination ensuite de votre plateforme. Voilà, donc je suis ouvert à toutes les questions maintenant, si j'ai été clair ou pas, et si vous avez envie que je précise certaines choses. Merci Jérémy, merci pour cette présentation très claire. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais essayer de vous activer le son, enfin de vous donner la possibilité d'activer le son en espérant que ça fonctionne. Si vous voulez poser vos questions par oral. Euh, Sinon, ça sera vraiment par écrit, par le. Et alors, j'ajoute que maintenant que la présentation est faite, j'ai moins maintenant de soucis à parler d'une solution ou d'une autre en particulier, hein, parce que je sais aussi que, en fait, on- on- on fonctionne de cette manière-là, de manière naturelle. On va aller regarder un site. Alors d'ailleurs, c'est une petite info aussi. Euh, Visitez le plus de sites e-commerce possible et aidez-vous d'une extension sur votre navigateur. J'utilise moi Wapalizer, qui est une petite extension qui vous permet de savoir sur quelle plateforme la boutique, ou en fait n'importe quel site, est, ou quelle technologie elle utilise. Ça va vous permettre, en constatant que, bah, tiens, ce site-là, il a la fonctionnalité dont je cherche, dont j'ai besoin, de savoir si ensuite la plateforme derrière eh ben, est capable de la mettre en œuvre. Il n'y a pas de questions. En tout cas, dans le chat, vous n'avez pas formulé de questions. N'hésitez pas. Je vais peut-être en attendant prendre la parole pour vous remercier Jérémy et puis dire aussi effectivement que vous pouvez rentrer en contact avec Jérémy et l'équipe Blackburn hein, si vous avez des questions. Donc Jérémy, si tu es d'accord, on mettra tes coordonnées. Je les mettrai dans le mail que j'envoie à l'issue du webinaire hein, avec le lien vers le replay. Bien sûr. Et vous pouvez aussi contacter la CCI pour savoir faire le point en fait sur votre entreprise. On propose des diagnostics de maturité digitale. Il y a des programmes d'aide aussi qui existent au niveau de la région Grand Est et de l'Eurométropole pour financer justement des projets, notamment de création de sites e-commerce, de refonte de sites. Et donc voilà, en premier niveau, ça peut être intéressant d'avoir un entretien avec la CCI qui ensuite vous orientera vers le bon dispositif. Il y a des critères d'éligibilité selon l'activité de l'entreprise, la localisation. Donc tout ça, on peut faire le point avec vous et également aller plus loin s'il faut pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet jusqu'à un certain niveau et puis ensuite on passe la main à des prestataires spécialisés. Voilà. C'était juste la petite
la petite parenthèse. Je vous mets dans le chat l'adresse mail de contact de la CCI. C'est le plus simple en fait, hein. Le plus simple, c'est que vous envoyez un mail sur l'adresse econum@alsace.cci.fr. Voilà, vous présentez votre besoin, votre projet en quelques lignes et puis on vous recontactera. Voilà, rapidement. C'est vraiment le plus simple. Pas de questions, toujours pas de questions, je crois pas. Alors attendez, je vais juste voir si j'ai peut-être loupé des questions. Non. Donc, bah, c'est ce qu'on disait, hein, Jérémy, c'est que c'était très clair. Bon, tant mieux. C'était Super. très clair. Bah, merci Jérémy pour cette présentation qui a été, oui, très intéressante. Bah, voilà, orientée plutôt sur le besoin plus que sur les outils et voilà, disons les différences entre les outils, mais effectivement, c'est un bon. Disons que c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est peut-être de faire. Alors, on pourra éventuellement refaire un webinaire en 2023 hein, sur. Voilà, on va un peu plus loin. Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose de possible, mais effectivement, après le. Oui, voilà. Nous, bon, je pense que ça a été clairement compris. C'est l'idée, c'est vraiment de remettre une réflexion en avant, le besoin de réflexion avant en fait le choix d'une technologie pour des raisons qui seraient pas forcément euh, directes, précises ou en lien avec un projet e-commerce. On a souvent aussi des idées reçues hein, sur des plateformes, des outils. Et c'est des idées reçues ou c'est des choix en tout cas qu'on peut faire trop tôt qui peuvent avoir un impact après à long terme. Et quand on parle de e-commerce, on parle finalement du business de notre entreprise. Et donc, c'est souvent un petit peu embêtant de faire des choix qui les impactent trop fortement à ce moment-là, quoi. Très bien. Bah merci Jérémy, merci à tous les participants. Donc voilà, c'était notre dernier webinaire pour cette année 2022. Donc on va avoir d'autres webinaires en 2023. D'ailleurs le prochain, alors je vous le donne à la thématique. Ça sera sur les leviers de trafic d'un site web, tout ce qui concerne l'acquisition et comment organiser sa stratégie d'acquisition. Ça sera réalisé par une agence mulhousienne qui s'appelle Mobitic et ça sera le 12 janvier, jeudi 12 janvier si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous retrouvez des informations sur le site CCI, sur la rubrique agenda, vous pouvez vous inscrire. Il y en aura un autre probablement le 26 janvier. Pour l'instant, je ne connais pas encore la thématique exacte, mais ça sera probablement autour du référencement. Voilà, tout ça, vous allez sur la rubrique agenda du site CCI, vous êtes informé. On a d'autres actions aussi voilà, qui arriveront, du coaching collectif. Voilà, on a d'autres actions qui arrivent, donc voilà, vous pouvez suivre tout ça sur le site CCI ou alors dans les newsletters qui sont envoyés régulièrement. Voilà, je vous remercie. Ben, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Merci encore Jérémy et puis à bientôt. Merci à toi, Karim. À bientôt.